Alors bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être venus à cette conférence sur Lire le Capital qui ouvre cette nouvelle année pour l'université permanente. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Numa Ducange, donc maître de conférence à l'université Rouen-Normandie, spécialiste de l'historiographie de la Révolution française, directeur d'Actuel Marx, partenaire de cet événement. Jean-Numa Ducange, à qui j'aurai le plaisir de laisser la parole dans un instant, après avoir fait quelques précisions. Vous avez trouvé le programme ici. Il est également disponible à l'accueil. Ce programme est exact à une exception près, et c'est une exception de taille. Toutes les conférences auront lieu ici, à Colonel Fabien. Aucune conférence n'aura lieu à l'ENS, contrairement à ce qu'il y a décrit dans le programme. Tout aura lieu ici, rien à l'ENS. Voilà. Donc, comme ça, personne ne se retrouvera là-bas, manquant la conférence. Nous allons faire passer une feuille, vous pouvez mettre votre mail, vous aurez accès comme ça à notre newsletter qui vous donnera nos informations. Par ailleurs, vous pouvez également aller sur notre site universitépermanente.fr, tout attaché. Quand on tape ça sur Google, on ne trouve pas tout de suite. Donc je vous conseille de taper directement sur la barre www.universitépermanente.fr, tout attaché, sans accent, de manière à avoir toutes nos informations actualisées. Voilà. Je vous remercie et je laisse maintenant la parole à Jean-Numa Ducange. Vous pouvez quand même m'entendre, mais ce sera encore mieux. Voilà. Donc bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord un mot pour vous dire, donc au nom de la revue Actuel Marx, combien la revue est contente et heureuse d'être associée à ce cycle sur Marx et plus particulièrement sur le Capital. Et donc ce soir m'incombe la difficile tâche, en un peu moins d'une heure, de vous faire une dite présentation générale du livre 1 du Capital. Alors, j'avais hésité, en préparant l'exposé de ce soir, sur la façon dont j'allais procéder, parce que je sais que toute une série de collègues et amis vont revenir ensuite sur des aspects plus précis du Capital. Bon, il était question de le présenter dans son contexte français, parce que pour ceux qui savent un peu l'histoire du livre, le Capital a été traduit dans de très nombreuses langues au XXe siècle, mais une des premières langues dans laquelle le Capital a été traduit, c'est le français. Et ça a une importance particulière pour comprendre le contenu de ce texte, j'y reviendrai. Mais finalement, j'ai choisi faire une articulation entre le contenu du Capital même, quelques aspects, et le contexte français, puisque l'un, vous verrez ponctuellement, je crois, éclaire l'autre. Je voudrais commencer cet exposé par une citation du meilleur ami de Marx, sans qui l'écriture du Capital n'aurait pas été possible. Je vais évidemment parler de Friedrich Engels. Il disait la chose suivante de ce livre 1 du Capital. Depuis qu'il y a des capitalistes et des ouvriers dans le monde, il n'est pas paru de livre qui fût de pareille importance pour les ouvriers que celui-ci. Et un peu plus loin, Engels qualifie ce livre de « Bible immortelle de la classe ouvrière ». Alors pour ceux qui ont déjà consulté le livre 1 du Capital, voire le 2, le 3, voire ce que l'on appelle les théories sur la plus-value, donc le livre entre guillemets, le livre 4, il ne va pas forcément de soi que ce livre 1 du Capital, comment dirais-je, est à usage immédiat pour la classe ouvrière au combat. C'est une banalité de le dire, mais il faut commencer par cela, parce que ce livre est pourtant un livre politique, un livre de combat, et qui pourtant est très difficile à élaborer. Je crois quand même nécessaire d'insister sur le fait que c'est un livre politique. Le livre 1 du Capital, en allemand, première édition, il y en a eu toute une série, j'en dirai un mot tout à l'heure sur les problèmes de traduction que ça a posé ensuite, paru en 1867 à Hambourg, dans un contexte où Karl Marx était à ce moment-là aussi un dirigeant politique. Il avait contribué à fonder l'Association internationale des travailleurs à Londres, où il était réfugié depuis la Révolution de 1848. Et si vous regardez la chronologie de la traduction française, cette fois-ci de 1872 à 1875, ça s'est fait en plusieurs livraisons, eh bien, cette chronologie est très parlante. Quand Marx cherche à introduire le Capital en France, on est en 72, c'est-à-dire juste après les événements de la Commune
de Paris. Et nous sommes aussi en plein milieu, lorsque le Capital paraît en France, en pleine décomposition de la Première Internationale donc il avait lancé quelques années plus tôt. Donc bien sûr, le Capital ne peut pas être réduit non plus à un livre politique. Mais la tendance actuelle, peut-être pas dans cette salle, peut-être pas à cette table, mais la tendance actuelle est de considérer que Marx est un brillant économiste, que le Capital est un livre qui doit être lu, ou en tout cas partiellement lu, par toutes et tous. Alors je ne vais pas énumérer toutes les personnes non socialistes et non marxistes qui ont affirmé qu'il fallait lire le Capital tout en le dissociant de la politique que prône Marx. Mais sachez tout de même, et c'est à la fois anecdotique dans le sens c'est une anecdote c'est un événement précis, mais c'est très révélateur d'une tradition plus longue, que dès 1872, lorsque le Capital apparut en français, les premières livraisons, eh bien ceux qui se sont intéressés les premiers à en rendre compte dans une revue, le Journal des économistes, ce sont des libéraux qui trouvent que le Capital avait une fabuleuse capacité analytique, que Marx avait une fabuleuse capacité analytique à décortiquer le capitalisme de l'époque. Je citerai, un économiste de l'époque qui dit que le Capital est un remarquable travail. Par cet ouvrage, M. Marx se classe parmi les esprits analytiques les plus éminents et, nous n'avons qu'un regret, c'est qu'il ait suivi une fausse direction au sens politique. Donc vous avez après une tradition longue. Alors la tradition un peu chic, si je puis dire, raffinée, avec quelqu'un qui connaissait extrêmement bien le propos de Marx et qui était pourtant à côté d'un anti-marxisme et d'un anti-communisme virulent, c'est Raymond Aron qui donna dans les années 60 des cours au Collège de France sur le Capital de Marx, tout en étant critiquant sur le marxisme. Alors dans la version moins raffinée, plus récente, je suis au regret de vous dire qu'une des, pas une des meilleures, loin de là, mais une des biographies les mieux vendues de Karl Marx, c'est peut-être pas celle-ci à laquelle vous pensez ici, la mieux diffusée, en poche, c'est celle de Jacques Attali, Karl Marx, ou L'Esprit du Monde de 2005, que j'ai lu parce que ça fait partie de mon travail de lire à peu près tout ce qui sort autour de Marx, notamment sous la forme historique et biographique. Et là, c'est bon, en plus, c'est pas Attali qui l'a écrit, puisqu'Attali compose, donc en fait, même les noms propres sont pas écrits correctement de A à Z du livre. Qu'importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ça a été lu et diffusé, donc des gens ont pris connaissance de Marx à travers lui, et c'est que c'est la ligne directrice qui consiste à dire le Capital, l'ouvrage de Marx, c'est une merveilleuse analyse du capitalisme et de ses contradictions. Par contre, tout ce qui concerne la politique de Marx est à rejeter. Comprenez bien ce que je veux dire. C'est absurde, parce que Marx, au moment où il a écrit le Capital, était en même temps un dirigeant politique. Il ne faut jamais l'oublier, en dépit, et je vais y revenir assez longuement, des difficultés redoutables que pose la lecture et l'appropriation de ce texte. Alors, évidemment, il y a un paradoxe. Vous ouvrez le livre 1 du Capital, vous commencez à le lire, le premier chapitre est sur la marchandise, donc sur un aspect important du capitalisme, et probablement un des chapitres qui reste parmi les plus valables jusqu'à nos jours. Pourtant, ce premier chapitre est d'une lecture extrêmement ardue. Avant d'en venir à ces difficultés et à la façon dont on peut les résoudre, puisqu'il s'agit d'une présentation générale, je signalerai que le Capital s'inscrit dans un ensemble de travaux économiques plus vastes de Marx. Je dis des banalités pour ceux qui connaissent très bien, mais tout de même. Marx, après les révolutions de 1948, s'est réfugié en Grande-Bretagne, seul pays qui lui a donné l'asile politique, et a commencé un gigantesque travail d'accumulation de données économiques sur le développement du capitalisme. Il travaillait beaucoup à la bibliothèque du British Museum. Et Marx, aidé par un certain nombre de ses amis, dont Engels, a commencé à développer ses conceptions économiques dans une série d'ouvrages, d'abord dans des petites conférences, dans un ouvrage important, Contribution à la critique de l'économie politique, de 1859, avec un certain nombre d'éléments qu'il va reprendre ensuite dans le livre 1 du Capital, notamment la fameuse opposition entre l'infrastructure et la superstructure, avec l'idée que l'effet économique et les soubassements économiques déterminent un certain nombre de superstructures idéologiques et politiques, même s'il ne le présente pas aussi de façon mécaniste, c'est ensuite ce que l'on en retiendra beaucoup. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que le livre 1 du Capital, auquel j'ai déjà fait allusion, paru en 67 à Hambourg, qui étudie globalement le mode de production capitaliste et qui veut en donner une définition globale à travers quelques éléments, dont le premier, je répète, est la marchandise, n'est qu'un premier livre d'un projet plus vaste que Marx n'achèvera jamais. Et le fait qu'il l'ait jamais achevé a provoqué ensuite d'immenses polémiques sur le sens de ce texte, pour toute une série de raisons, mais ce que l'on appelle,
je les cite en passant parce que ce n'est pas l'objet, mais enfin, ça fait partie du même ensemble. Les livres 2 et 3 du Capital seront publiés post-mortem, après la mort de Marx, par son ami Engels. Et vous avez même un livre 4 qui s'appelle Théorie sur la plus-value, qui sera publié encore après la mort d'Engels par un de ses héritiers testamentaires, Karl Kautsky. Donc c'est un projet inachevé dont seul le livre 1 a été publié du vivant de Marx. Le livre 2 se concentre davantage sur les rapports d'échange. Le livre 3 s'intéresse notamment à la question des crises et du taux de profit, ce qui est évidemment très intéressant pour nous, j'en dirai peut-être un mot à la fin. Mais néanmoins, pour comprendre l'analyse marxienne du mode de production capitaliste, déjà, le livre 1 nous livre, si j'ose dire, déjà des éléments tout à fait essentiels. Alors, ça a été dit tout début, comment lire le Capital? Pour ceux qui connaissent un peu la tradition marxiste, vous savez qu'un ouvrage au milieu des années 60, dirigé par Louis Althusser et un certain nombre de ses élèves, s'appelle Lire le Capital, et on a proposé une interprétation assez radicale sur un certain nombre de points, notamment en valorisant la grande importance du Capital par rapport aux écrits de jeunesse de Karl Marx. Là aussi, je parlerai plutôt de ça tout à l'heure, à la fin, pour pas commencer le débat. Néanmoins, on peut penser ce que l'on veut d'Althusser, sur ses interprétations, sur sa capacité à maîtriser l'ensemble de l'œuvre, qu'importe. Il y a une chose qui est tout à fait juste dans ce qu'il a dit, c'est que, le livre est difficile à dire, mais ça on n'a pas attendu Althusser pour le savoir, mais qu'il dit en quelque sorte que pour lire le Capital, il faut commencer par la fin du livre. Alors pourquoi dit-il ça? Non pas parce que commencer par la fin, évidemment, mécaniquement, vous allez avoir moins de pages à lire, mais parce que certains chapitres vous permettent, de rentrer davantage dans le vif du propos, et je vais en prendre quelques exemples. Je cite en tant que tel ce que disait Althusser sur la structure du livre 1 du Capital. C'est pratique parce qu'il cite tous les chapitres, que je vais détailler ensuite brièvement, et en même temps, il indique bien les plus difficiles et, si je puis dire, les plus faciles à lire. Ce qui peut être un guide de lecture que moi je trouve pas si mauvais. Je conseille donc avec insistance la méthode de lecture suivante. Laissez délibérément de côté, dans une première lecture, la section 1, la marchandise et la monnaie. Bon, ça vous fait déjà une bonne partie d'éliminer. Commencez la lecture du livre 1 par la section 2 sur la transformation de l'argent en capital. Lire attentivement les sections 2, 3 sur la production de la plus-value absolue et 4, la production de la plus-value relative. Laissez de côté la section 5, nouvelle recherche sur la plus-value. C'est sûr que si vous commencez par ça, bon courage. Lire attentivement les sections 6, le salaire, section 7, l'accumulation du capital, section 8, l'accumulation primitive. Commencez enfin, avec d'infinies précautions, la section 1, la marchandise et la monnaie, en sachant qu'elle restera toujours extrêmement difficile à comprendre, même après plusieurs lectures des autres sections, sans le secours d'un certain nombre d'explications approfondies. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette classification, c'est qu'il est vrai, et pour l'avoir expérimenté avec d'abord avec moi-même, parce que j'étais confronté la première fois à le lire, effectivement, c'est pas très engageant au départ, surtout si vous commencez par les préfaces d'Engels, qui vous dit que c'est la Bible immortelle de la classe ouvrière, que c'est l'instrument pour renverser le capitalisme. Ayant lu ça il y a quand même un certain nombre d'années, vous dites, ça y est, j'ai l'objet. Bon, alors vous dites, non, ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Donc, pour celles et ceux dans cette salle qui, par exemple, ne l'auraient pas encore lu, je serai encore plus radical que ce que dit Althusser sur sauter les premiers. Je pense qu'il faut vraiment prendre la dernière section. Alors vous aurez une collègue, je crois que c'est Isabelle Garot qui en parlera, sur l'accumulation primitive. D'ailleurs, je signale au passage qu'il y a quelques années, enfin il y a même une bonne dizaine d'années, Georges Labica avait publié, chez un petit éditeur, je ne me rappelle plus le nom, juste cette section-là, sur l'accumulation primitive du capital, avec une préface, en disant « Regardez, ce passage-là de Marx sur l'expropriation des petits propriétaires, sur la dissolution de la féodalité, sur la naissance des rapports capitalistes au sein même du monde féodal, eh bien, ça vous permet de comprendre vers quoi Marx vous mène. » Alors, effectivement, ce chapitre sur l'accumulation primitive du capital est très parlant. Puisque, à propos de parlant, je parle moi-même beaucoup, je vais citer directement un passage de Marx qui montre bien que cette dernière section sur l'accumulation primitive montre bien l'objectif qui s'était fixé et la façon dont il voulait décrire à la fois à l'échelle historique jusqu'au monde contemporain, à la fois donc à l'échelle historique et pour le monde plus contemporain, les rapports de force tels qu'ils apparaissaient sous ses yeux. Je cite donc Marx. La spoliation des biens d'église, l'aliénation frauduleuse des domaines de l'État, le pillage des terrains communaux, la transformation usurpatrice
et terroriste de la propriété féodale ou même patriarcale en propriété moderne privée, la guerre aux chaumières, voilà les procédés idylliques de l'accumulation primitive. Ils ont conquis à l'agriculture capitaliste, incorporé le sol au capital et livré à l'industrie des villes les bras dociles d'un prolétariat sans feu ni lieu. Ces chapitres sont assez parlants parce qu'ils sont assez saisissants. Ils nous décrivent le prolétariat qui est mis, entre guillemets, sur les rues suite à l'exode rural, au cours de l'exode rural et au cours de la transformation donc, de l'Europe occidentale qui passe globalement donc, de rapports socio-féodaux au capitalisme. Alors, à propos de cela, il faut savoir que Marx, pour en arriver à cette analyse détaillée du capitalisme, a accumulé un nombre de matériaux tout à fait considérable sur notamment l'industrie britannique. Je vous l'ai dit, il était en Grande-Bretagne à ce moment-là. Des enquêtes sur l'état des industries, beaucoup de journaux, beaucoup de données qui avaient été fournies par son ami Engels. Alors, j'ai déjà parlé beaucoup, mais je rappelle qu'Engels était un fils d'industriel, c'est quelqu'un qui avait été concrètement confronté à la gestion d'entreprise. Et donc, Engels décrit un modèle économique qui est fondé davantage donc, sur quelques industries, notamment du côté de Manchester. Et par exemple, si vous lisez David Harvey aujourd'hui, qui est une des bonnes introductions au capital, je vais en signaler quelques-unes. David Harvey, donc, c'est un économiste américain qui a écrit un ouvrage qui a été traduit en français qui s'appelle « Pour lire le capital ». Il y a quelques années, on était une petite équipe à avoir fait en sorte que cet ouvrage sorte. Et Harvey donc, présente le livre de façon très pédagogique sous ses différents aspects, et signale que, objectivement, donc un siècle et demi après l'apparition du livre 1, on peut dire que si Marx avait eu davantage de données sur d'autres industries de la Grande-Bretagne, il cite par exemple Birmingham plutôt que Manchester, eh bien, il n'aurait pas eu des propos aussi radicaux, par exemple, sur la concentration industrielle capitaliste telle qu'il avait pu l'analyser. Puisque je voulais faire des analogies avec la France, idem, la plupart des propos de Marx et des marxistes ensuite ont relativement peu vu dans un premier temps le fait qu'un pays comme la France allait s'industrialiser plus tardivement et que ça allait avoir d'ailleurs des conséquences politiques sur la façon dont il faut envisager des alliances. Je prends cet exemple-là, je pourrais en prendre beaucoup d'autres, mais c'est très important, je crois, de le souligner d'entrée de jeu. Accumulation primitive, donc fondée sur un certain nombre de données. Si je résumais les trois grandes sources politico-philosophico-intellectuelles de Marx pour rédiger le Capital, pour le penser, je citerai les trois suivantes. Là, je reprends les trois que aussi Harvey souligne, mais je crois qu'il a raison de le dire de cette façon-là. Bien sûr, le Capital, le sous-titre, c'est critique de l'économie politique. Donc, avant tout, il fallait critiquer l'économie que l'on qualifierait aujourd'hui de mainstream, tout en reprenant à ces économistes un certain nombre de concepts quand il lui paraissait juste, à condition de les tourner dans un autre sens pour le combat politique. Donc la première source de Marx, la première source intellectuelle, c'est l'économie politique classique, avec des noms très importants pour l'histoire économique, Ricardo, Malthus et Smith. Et donc il partage notamment, Marx, avec Smith, un certain nombre de présupposés, j'y reviendrai sur la valeur, qui sont très importants pour comprendre ces conceptions. La deuxième chose est évidemment, je le rappelle, c'est pareil, selon le degré de connaissance, les choses ne sont pas forcément évidentes. Marx n'est pas un économiste au sens de la formation intellectuelle. Marx est un philosophe, c'est un docteur en philosophie, et donc c'est quelqu'un qui a une approche théorique et intellectuelle des problèmes, et aussi nombreuses soient les données économiques dans le Capital, eh bien, il ne faut pas pour autant en déduire que c'est uniquement un ouvrage d'économiste au sens classique du terme, puisque la perspective de Marx est de croiser ces différentes dimensions, et il y a un aspect théorique très fort dans le Capital, je vais y revenir après. La dialectique est présente, alors partout ou pas partout, c'est l'objet de controverses parmi les spécialistes, mais il y a un enjeu proprement théorique derrière qu'il ne faut pas sous-estimer. Toute une série de concepts sont présents, et c'est important de le souligner. C'est typiquement une dimension que les lectures les plus économistes de Marx, dans un sens négatif, oblitèrent systématiquement. J'y reviendrai tout à l'heure. Troisième courant, et c'est là que le lien avec la France est important, et avec la volonté de Karl Marx de faire pénétrer le Capital en France de son vivant, c'est qu'il y a une présence
pas toujours explicite, mais tout de même, du socialisme qu'on qualifie utopique. Alors maintenant on dit socialisme conceptuel parce que socialisme utopique ce serait trop péjoratif, mais enfin dans les mots de Marx et d'Engels on parle davantage de socialisme utopique, c'est-à-dire ce socialisme plutôt de la première moitié du 19e siècle, dont les noms les plus célèbres, alors avec des tendances différentes, sont Charles Fourier, Saint-Simon, eh bien alimente la réflexion intellectuelle de Marx. Là aussi c'est important de le souligner, car si Le Capital est un ouvrage sur la Grande-Bretagne, l'économie politique, il y a derrière cet arrière-plan politique, cette inspiration du socialisme français qui l'a, comment dirais-je, à la fois beaucoup inspiré et aussi beaucoup agacé. Je vais y revenir juste après. Avant d'en venir à ces agacements à l'égard de la France, je parlais auparavant de la question théorique et du statut quand même théorique du livre 1 du Capital. Alors la dialectique. La dialectique, Marx la reprend de Hegel. On en a souvent parlé d'inversion de la dialectique hegelienne, de la dialectique remise sur ses pieds, passée de, pour le dire très schématiquement, de l'idéalisme au matérialisme. Pour résumer à l'extrême, la dialectique dans le Capital vise à saisir les processus en cours, ces processus économiques que Marx voit sous ses yeux, de façon non statique, de façon contradictoire, pour penser les changements et les transformations de ce qu'il appelle le mode de production. Il ne faut pas oublier que, on dit souvent, Marx utilise la dialectique matérialiste, il y a des contradictions dans la société, il y a des contradictions dans la sphère politique, et typiquement, un des apports du marxisme, on le disait à d'autres époques, c'est la résolution des contradictions. L'idéal de la société communiste, c'est la résolution des contradictions, etc., etc. Bien. Il y a, c'est pas une brouille, c'est une lacune, enfin c'est un peu absurde de le dire comme ça, il n'y a pas de traité de dialectique écrit par Marx. Vous n'avez pas un ouvrage de 20 pages, 30 pages, 40 pages, ou un peu plus, de Marx disant « je vais définir la dialectique ». De fait, et ça a été là aussi l'objet de controverses infinies, le Capital peut être considéré comme le traité de dialectique de Marx, puisque là, il cherche à analyser au peigne fin les contradictions du capitalisme à l'aide de concepts pour, in fine, le dépasser. Marx, néanmoins, de façon assez synthétique et claire, a défini son rapport entre la dialectique et ce livre qu'est le Capital dans une postface, une préface, pardonnez-moi, qu'il a publiée à la seconde édition allemande. Je vous fais grâce toutes les éditions allemandes du Capital, mais il y en a eu plusieurs, 4. Et dans la deuxième, il revient sur les critiques qui lui ont été adressées, parce qu'il y a eu des comptes rendus, des critiques soit de, comme je le disais, peut-être de gens assez officiels ou bien d'autres sensibilités socialistes. Et Marx dit la chose suivante à propos de la dialectique et du Capital. Je cite donc la préface à la deuxième édition. Ma méthode dialectique non seulement diffère par la base de la méthode hegelienne, mais elle en est même l'exact opposé. Pour Hegel, le mouvement de la pensée, qu'il personnifie sous le nom de l'idée, est le démiurge de la réalité, laquelle n'est que la forme phénoménale de l'idée. Pour moi, au contraire, le mouvement de la pensée n'est que la réflexion du mouvement réel, transporté et transposé dans le cerveau de l'homme. C'est pour ça qu'il y a un renversement par rapport aux conditions matérielles. Un peu plus loin, il dit la chose suivante. Sous son aspect mystique, la dialectique devint une mode en Allemagne parce qu'elle semblait glorifier les choses existantes. Parenthèse, sinon, on ne peut pas comprendre. C'est l'objet aussi de moult interprétations, mais Hegel a été considéré par certains comme le philosophe officiel de l'État prussien dans la première moitié du XIXe, comme celui qui légitimait l'ordre rationnel des choses, donc l'ordre, du point de vue de Marx, l'ordre, entre guillemets, réactionnaire. Je continue. Enfin, Marx continue plus exactement. Sous son aspect rationnel, elle est un scandale et une abomination pour les classes dirigeantes et leurs idéologues doctrinaires, parce que dans la conception positive des choses existantes, la dialectique inclut du même coup l'intelligence de leur négation fatale, de leur destruction nécessaire, parce que saisissant le mouvement même, dont toute forme faite n'est qu'une configuration transitoire, rien ne saurait lui imposer, elle est essentiellement critique et révolutionnaire. Fait partie des rares passages où Marx définit pleinement
ce qu'il entend par dialectique. Et donc pour lui, ça ne fait pas doute, dans son analyse du Capital, cette dialectique est d'une certaine manière omniprésente dans son œuvre, quand bien même il ne le rappelle pas, regardez, je vais analyser les contradictions du capitalisme, regardez, je vais analyser... Non, c'est une méthode générale qui pour lui est fondamentale. Méthode dialectique, donc. Je disais aussi, au tout début de mon intervention, que j'allais faire des allers-retours entre cette idée d'influence un peu diffuse du socialisme français et puis quand même ce phénomène qui arrivait dans très peu de langues en réalité, hein, le russe sinon, du fait que le Capital a été traduit de son vivant peu après sa première édition. Donc une parenthèse là-dessus qui me paraît significative et qui nous permet de comprendre aussi pourquoi Marx, au-delà de la volonté de comprendre les mécanismes du capitalisme, a des objectifs politiques derrière. Et parmi ces objectifs politiques, il a la France en tête. Je m'explique. Alors ce qui montre qu'il a la France en tête, c'est que, encore une fois, je vous l'ai dit, juste après la Commune, un des pays dans lequel il veut absolument que le capital paraisse, en français, il supervise lui-même la traduction. Depuis, on a fait d'autres traductions parce qu'on considère que la traduction est dépassée. Alors certains disent non, vous trahissez Marx, puisque Marx supervisait lui-même. D'autres disent que certains concepts sont devenus inintelligibles depuis, le vocabulaire ayant changé. J'en prendrai un exemple tout à l'heure. Quelle que soit la controverse là-dessus, il y a un fait historique qui est très simple, qui est que Marx a voulu l'introduire. Il a voulu l'introduire pourquoi ? Parce que la France était pour lui le pays des révolutions, et toutes limitées soient-elles, ces révolutions, notamment celles de 1789 et de 1848, le socialisme moderne, contemporain dans lequel il s'inscrit, n'aurait pas eu la même réalité s'il n'y avait pas eu ces influences françaises, notamment de la première moitié du XIXe siècle. Et là, il y a un paradoxe qui est peut-être un peu dur à comprendre avec le recul, mais qui est fondamental et qui est c'est une tension intérieure chez Marx très forte dans la plupart de ses écrits dès qu'il aborde le sujet. C'est qu'à la fois la France devrait être le pays de prédilection pour, entre guillemets, sa doctrine, pour les conceptions qu'il avance dans le Capital, et en même temps, la difficulté, c'est qu'il existe un socialisme et des socialismes tout à fait indépendamment de Marx et antérieur à Marx. Et or, sur les questions économiques, et c'est cet exemple-là qui va me permettre de rentrer dans le vif du sujet, parce que, encore une fois, Marx fait de la politique. S'il va s'énerver sur l'exploitation, s'il va chercher à définir la plus-value, s'il va chercher à définir la force de travail, s'il va intégrer son concept d'aliénation qu'il avait déjà défini dans sa jeunesse à sa réflexion sur le Capital, c'est parce qu'il veut que ces conceptions triomphent dans ce qu'on appelle globalement le mouvement ouvrier, dont une des expressions très récentes, ça a été la Commune de Paris, quand il réfléchit à la traduction, 71. Et en France, Marx se confronte à qui ? À des personnalités qui sont peut-être éventuellement un peu moins connues que lui aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient infiniment plus connues que lui et qui avaient des conceptions économiques tout à fait différentes. J'en prendrai deux. Un, Louis Blanc, un des acteurs de la Révolution de 48, et l'autre, plus connu encore, Pierre-Joseph Proudhon. Si vous avez vu le film de Raoul Peck sur Marx, Proudhon est merveilleusement bien joué avec toute sa troupe autour de lui, un homme politique qui est très influent à l'époque. Or, alors Louis Blanc et Proudhon, ne les confondez pas, ils ont un point commun, quand même, très général, c'est qu'ils participent de ce mouvement intellectuel du socialisme français qui est très attaché à l'idée des coopératives. Alors pour le dire très schématiquement, Louis Blanc est pour que l'État intervienne pour aider le développement des coopératives ouvrières. Proudhon, lui, est pour, mot ultérieur mais qu'on emploie pour qualifier Proudhon, l'autogestion de ces coopératives. Il défend même l'idée d'une banque du peuple qui puisse permettre de faire vivre ce système de coopératives. Marx est très circonspect sur toutes ces conceptions économiques de Proudhon et de Blanc. Alors je ne dis pas qu'il a écrit uniquement le Capital pour faire la peau à Louis Blanc et à Pierre-Joseph Proudhon. Non. Mais considérer que lorsqu'il écrit le Capital, ce n'est pas quelque chose d'essentiel, alors même que, retour en arrière à nouveau de ce que je disais au début, il est dans la première internationale en train de se battre avec les proudhoniens lorsqu'il finit de rédiger le livre 1 du Capital. Donc pour lui, une des raisons pour lesquelles il faut se prendre la tête, pardonnez-moi l'expression familière, à décrire le Capital sur des centaines de pages, c'est que dans un pays aussi important que la France, où le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste, le mouvement révolutionnaire existent, les militants, la direction politique, pour employer les grands mots, ne disposent pas des instruments suffisants pour analyser la complexité du capitalisme. C'est cette tâche-là qu'il se fixe dans le livre 1. Et là-dessus, le fait que assez vite il cherche à l'introduire en France, ce n'est pas un hasard. Alors, je ferme cette parenthèse, mais à mon avis importante sur la France, que je conclus sur une citation
qui est une lettre de Marx à son éditeur Maurice Lachâtre. Pour vous parler longuement de Maurice Lachâtre, mais ce n'est pas le lieu, qui est un éditeur qui était influent à l'époque, qui a publié des auteurs bien plus connus que Marx à l'époque, Eugène Sue, Victor Hugo, qui est anarchisant, pourrait-on dire, qu'importe. Pour vous dire que Marx a eu aussi des difficultés à éditer. Marx est un personnage difficile, hein. Parfois on aime bien le rendre sympathique dans des biographies parce que, évidemment, on l'aime bien pour ses conceptions, mais enfin, c'est pas la personnalité la plus facile avec laquelle on pouvait gérer un manuscrit ou une traduction, hein, vraisemblablement. Bref, je ferme la parenthèse. Voilà ce que dit Marx à son éditeur en mars 1872, au moment où paraissent les premiers bouts du Capital. Hein. Bon, je fais juste une parenthèse, là ça fait vraiment historien, c'est bien, après vous aurez des philosophes qui vous parleront jamais de ça. Le Capital en français au début est apparu sous forme de feuilleton. C'était quelques feuillets qu'on distribuait de semaine en semaine, qu'on achetait au fur et à mesure, et à la fin ça faisait un volume relié. Et après on publiait le volume relié. Mais c'était dans la volonté de vulgarisation, de popularisation, plutôt que d'avoir directement un volume. Et puis évidemment il y avait des enjeux de coût. Donc ma citation de Marx. La méthode est tout à fait différente de celle appliquée par les socialistes français et autres. Et là les socialistes français et autres, c'est ceux dont je vous ai parlé avant. Parmi d'autres, mais Blanc et Proudhon sont très importants. Je ne prends pas pour mon point de départ des idées générales comme l'égalité, etc. Sous-entendu, c'est rigolo de révolutionnaires français qui parlent de grands principes sans avoir analysé la situation économique. Mais je commence au contraire, et quand je dis rigolo, il est même parfois plus dur que ça, mais je commence au contraire par l'analyse objective des rapports économiques tels qu'ils sont, et c'est pour cela que l'esprit révolutionnaire du livre ne se révèle que graduellement. C'est poliment dit, vu les difficultés de lecture que l'on peut avoir. Ce que je crains, au contraire, c'est que l'aridité des premières analyses ne rebute le lecteur français, lucide sur la postérité de l'ouvrage. Il y a une suite, mais pour un peu ponctuer mon intervention, je ferai une autre parenthèse française un petit peu plus tard. Je reviens au contenu du livre. Je vous l'ai dit, un des passages les plus difficiles est celui sur la marchandise. En même temps, il est tout à fait essentiel. C'est le point de départ. Pourquoi c'est le point de départ? Je cite Marx lui-même, une citation pour le coup assez facile à comprendre. Dans notre société, la forme économique la plus générale et la plus simple qui s'attache au produit du travail, la forme marchandise, est si familière à tout le monde que personne n'y voit malice. En effet, la marchandise est partout déjà à l'époque de Marx. Voilà, tel ou tel produit, c'est le début timide encore, mais tout de même de la consommation, même de la consommation de masse. Et pour décrypter le rôle de la marchandise, Marx va notamment souligner ce qu'il appelle, je cite, le caractère utile d'une chose, c'est ce qu'il appelle la valeur d'usage. Or, sur un marché, le marché du capitalisme, la valeur de la marchandise n'est pas la même. Elle vaut quelque chose en fonction des autres. C'est là qu'intervient une autre valeur, la valeur dite d'échange. Et cette distinction entre les deux valeurs est tout à fait importante. Qu'est-ce qui permet de mesurer la valeur d'une marchandise? Dans la marchandise, il y a du travail humain, du temps consacré à sa production, et c'est là où Marx va lier intimement la production donc d'une marchandise au temps de travail. Ce qu'il faut souligner là-dessus, je le disais au départ, là-dessus Marx s'inspire très largement de Ricardo, le temps de travail déterminant la valeur, mais il y ajoute un élément essentiel, le temps de travail socialement nécessaire, et surtout Marx passe un temps important, y compris avec des considérations très techniques qui font que la lecture là-dessus est très rebutante dans un premier temps en tout cas. Il souligne l'émergence de la marchandise monnaie, qui est la clé de voûte de l'essor et de l'extension de l'échange marchand. Et là, j'aimerais citer non pas Marx, mais David Harvey, qui a fait un travail, je trouve, encore une fois, un formidable d'explication de ces chapitres qui nous permettent de rentrer plus facilement dedans. David Harvey dit « La valeur comme temps de travail socialement nécessaire constitue donc une spécificité historique du mode de production capitaliste pour Marx. Elle ne peut émerger que dans une situation où l'échange marchand remplit la fonction appropriée. » Donc ça, c'est très important parce que le capitalisme n'a pas toujours existé. Il a des formes modernes, contemporaines, parce qu'un des objectifs de Marx, c'est de montrer les spécificités qui existent et la possibilité donc du capital entraîné par la monnaie. Il a toujours existé des marchandises. Il a existé depuis longtemps des monnaies. Il a existé dans les rapports féodaux même des premières industries. Vous savez, ce qu'on appelle la révolution industrielle, le fameux take-off en anglais, dans fin 18e, début 19e. Certains la remettent en cause en disant
que, en fait, la première véritable révolution industrielle, c'est dès l'an 1000 ou au XIIIe siècle. Bon, il y a toute une controverse là-dessus, qui n'est pas aussi développée à l'époque de Marx, mais Marx cherche à comprendre la spécificité du capital. Pour le dire très simplement, pour comprendre la façon dont l'argent circule dans le but de rapporter davantage d'argent, mais le capital, ce n'est pas une chose abstraite, c'est ce qu'il cherche à démontrer, ce n'est pas un processus naturel, car vous le savez, jusqu'à nos jours, les économistes libéraux et tout leur soutien feront en sorte de présenter tout cela comme quelque chose de naturel, immuable et éternel. C'est un procès de circulation de valeurs, et ces valeurs se matérialisent justement dans différents objets, l'argent, la marchandise, puis de nouveau la forme argent. Je vous ai épargné les schémas classiques que l'on fait d'habitude en projetant, avec M, argent, M, parce que je crois que certains collègues y reviendront dans les conférences à suivre. En tout cas, c'est ça qui est le fondement de la marchandise chez Marx, pour le dire simplement. Je parlais du travail socialement nécessaire. Nous en arrivons à un autre point qu'il a beaucoup détaillé, avec en arrière-plan des éléments politiques très importants. La fameuse plus-value. Alors je ne veux pas vous embarquer trop loin avec les problèmes de traduction, mais j'en cite au moins un, car celui-ci est très facile à comprendre et est lourd d'enjeux politiques. Ce qu'on appelle la plus-value chez Marx, pour le dire très simplement, c'est ce que, comment dirais-je, les capitalistes, les patrons volent aux travailleurs, alors que le travailleur a travaillé tout un temps où on devrait lui donner un meilleur salaire. Comme vous le savez, la plus-value a un sens très courant, très commun dans la langue française, qui est par exemple employé pour la plus-value immobilière. Le principe de gagner de l'argent sur un immobilier. Donc, tenant compte de ce type d'exemple, il y a eu, donc en allemand c'est Mehrwert, toute une controverse sur doit-on traduire certains termes de Marx, et il y en a plein d'autres, de façon différente pour mieux rendre compte de la réalité et notamment du fait que l'enjeu c'est la valeur, comme je viens de vous le dire. Donc, par exemple l'édition, si vous voulez, si je vous ai convaincu de vous plonger dans le livre 1 et que vous voulez l'acheter juste après, l'édition que vous avez ici, eh bien, traduit, c'est l'édition la plus récente, et on a traduit plus-value, donc Mehrwert plus exactement, par survaleur, ce que vous ne trouverez objectivement pas beaucoup, comment dirais-je, dans le français commun. Mais survaleur a l'avantage de restituer le rôle central de la valeur dans la conception de Marx. Alors certains vont vous dire que ce n'est pas du tout pertinent pour toute une saison, je ne rentre pas là-dedans, mais quand on dit aussi qu'il y a des enjeux politiques dans l'élaboration des conceptions de Marx, en amont, au cours de son écriture, il y en a aussi lorsque le texte est introduit et traduit. Et ce n'est pas des enjeux juste... certains, parfois, c'est des enjeux de germanistes très pointus, mais parfois, ça a des significations. Et là, je trouve que c'est un bon exemple, parce que là, il y a un jeu, quand même, précisément, de la valeur. Donc, accélérer un petit peu. Une des grandes différences entre le mode de production capitaliste et ceux qui ont précédé, c'est que le capitaliste, par exemple, ne possède pas le travailleur comme un esclave, parce que là aussi, on peut dire, oui, le capitalisme, c'est l'esclavage, etc. Oui, bien sûr. Mais si on fait une analyse historique du capitalisme, c'est que le but de Marx, c'est de ne pas confondre tout. Et que le travailleur, et c'est ça qui a fait la force du capitalisme jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on présente les choses comme un travailleur libre, indépendant, qui doit vendre sa force de travail à un autre, mais qui a les moyens de changer de travail, etc. En plus, avec le développement phénoménal de l'auto-entrepreneuriat depuis quelques années, c'est des réflexions qui nous parle encore, à mon avis. Évidemment, Marx est très loin de ces réalités-là, mais dans la méthode, je crois qu'il y a des choses qui sont encore à souligner. Je citerai Marx sur cette question. La différence essentielle entre les formes économiques variées des sociétés, entre par exemple une société fondée sur l'esclavage et une fondée sur le travail salarié, réside dans le mode d'extraction de la plus-value du véritable producteur, le travailleur. Et c'est là qu'intervient donc la question de la force de travail et toute la rhétorique du capitalisme que Marx essaye de démonter sur la liberté du travailleur. Le travailleur est théoriquement libre de se faire embaucher par qui il veut et inversement avec le patron, si je puis dire. Et sous des apparences d'égalité, c'est un véritable vol auquel se prête le capitalisme. Donc la conception de la plus-value, après il y a la plus-value relative, la plus-value absolue, je ne rentre pas dans ces questions-là aujourd'hui, toute une série de détails techniques, mais là encore une fois, lorsque Marx élabore ce concept, c'est pour faire prendre conscience, alors on ne va pas dire, comme Engels, la Bible de la classe ouvrière, que ça peut être mis dans toutes les mains, mais au moins à l'élite dirigeante, ouvrière, politique, socialiste de l'époque, qu'il faut utiliser ces mécanismes-là pour comprendre le système capitaliste. Je cite Marx, encore une fois.
Les conditions d'existence historique du capital ne sont absolument pas données avec la seule circulation des marchandises et de la monnaie. Il ne naît que là où le possesseur de moyens de production et de subsistance trouve sur le marché le travailleur libre, possesseur de sa force de travail, et cette unique condition historique renferme une histoire universelle. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, le capital annonce une ère du procès social de production. Quand Marx parle de l'histoire universelle, je l'ai dit, et on a beaucoup d'ailleurs reproché à Marx d'avoir fait avant tout cela, le capital, c'est une analyse du mode de production du capitalisme britannique. Mais Marx l'analyse comme quelque chose qui va avoir une extension mondiale, qui va être absolument prodigieuse dans les décennies qui vont venir. Et comme le temps avance et que je crains ne pas avoir le temps de le dire à la fin, je le dis maintenant, David Harvey dit la chose suivante à propos des passages sur l'accumulation primitive du capital et d'autres d'ailleurs, comme ceux que je viens de vous citer sur la plus-value. Quand vous prenez l'évolution du capitalisme, c'est, on va dire, 40-50 dernières années dans les pays les plus pauvres qui ont connu un développement capitaliste, mais un développement tout de même important, eh bien, certaines descriptions que Marx fait du capitalisme britannique, ouest-européen, de la seconde moitié du XIXe siècle, conviennent parfois très bien, même littéralement mot à mot, à ce qui s'est passé dans les pays les plus pauvres ces dernières décennies. Donc c'est un des usages aussi du capital. Alors, le temps de travail, qui est très important dans le capital, et qui est très important, là encore une fois, pour des raisons politiques, qui est que, je sais que c'est une banalité de le dire aujourd'hui, mais ça a été une bataille au moment où Marx écrivait le Capital. Est-ce qu'il faut faire grève? Est-ce que la grève est un moyen d'action légitime? Et si grève il y a, qu'est-ce que l'on demande? Et on demande un temps de travail limité, nous parlons de réduction du temps de travail. Marx passe un temps très important à décrire ce que représente la journée du travail du prolétaire, car c'est là qu'il montre comment mesurer la plus-value. Le travailleur fait tout ça, tac, 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 heure par heure, il a ça, in fine, on lui a volé son temps, on lui a volé son argent, on lui a volé une partie de sa force de travail. Je cite à nouveau Marx sur cette question. La journée du travail possède une limite maximale. Elle ne peut être prolongée au-delà d'un certain point. Cette limite maximale est doublement déterminée, et d'abord par les bornes physiques de la force de travail, ce qu'on appelle la reproduction de force de travail. Pendant une partie du jour, la force doit se reposer, dormir. Pendant une autre partie, l'homme a des besoins physiques à satisfaire, il lui faut se nourrir, se vêtir, etc. Cette limitation purement physique n'est pas la seule. La prolongation de la journée de travail rencontre des limites morales. Il faut aux travailleurs du temps pour satisfaire ses besoins intellectuels et sociaux, dont le nombre et le caractère dépendent de l'état général de la civilisation. Les variations de la journée de travail ne dépassent donc pas le cercle formé par ces limites qu'imposent la nature et la société. Mais ces limites sont par elles-mêmes très élastiques et laissent la plus grande latitude. Aussi trouvons-nous des journées de 10, 12, 14, 16, 18 heures, c'est-à-dire avec plus diverses longueurs. Et Marx passe un temps très long à décortiquer la façon dont se déroulent les journées de travail dans le capitalisme industriel qu'il a sous ses yeux. Puisque j'ai parlé du travail, parlons plus exactement du temps. Alors, parmi les thématiques qui, évidemment, ont encore un écho contemporain, la question du surtravail, du vol du temps par le capitaliste, d'un certain nombre d'heures que le travailleur devrait être en capacité de se réapproprier. C'est là, je dirais, que la dimension utopique, reprend ça aux socialistes utopiques de la première moitié du XIXe siècle. Alors évidemment, Charles Fourier, lui, voulait que plus personne ne travaille, je vais y revenir, ou quasiment plus, qu'on bosse que quelques heures par jour, et que le reste devait être plus bucolique ou occupé à de multiples occupations. Marx ne pense pas cela, mais tout de même, il est inspiré globalement par cette dimension-là. Je le cite encore une fois, puis ensuite je ferai quelques commentaires sur 2-3 autres concepts, puis on aura un temps d'échange. Dans sa pulsion aveugle et démesurée, sa bestiale fringale de surtravail, le loup-garou capital ne franchit pas seulement les bornes morales, mais aussi les bornes extrêmes purement physiques de la journée de travail. Il usurpe le temps qu'il faut pour la croissance, le développement et le maintien du corps en bonne santé. Bon, je fais une parenthèse, c'est le capitalisme britannique des années 1860-70. On est à des journées de travail, parfois, comme je le disais quand je le citais juste avant, de 14-16 heures
avec des conditions d'hygiène déplorables et des espérances de vie qui, dans certaines professions, atteignaient à peine les 40 ans, pour se situer bien dans le contexte. Je dis ça et je fais une deuxième parenthèse que je vais fermer aussi, parce que certains trouvent très chic de dire que le socialisme utopique, première moitié du XIXe siècle, c'était formidable, c'était extraordinaire, et quand même ce qui a suivi après, c'était monstrueux et dogmatique. De temps en temps, il est bon de rappeler aussi que les organisations ouvrières ont permis de conquérir quelques droits, et vu la situation des ouvriers dans la première moitié du XIXe siècle, c'était pas si mal que ça. Je ferme mes deux parenthèses et je reviens à Marx. Il usurpe le temps qu'il faut pour la croissance, le développement et le maintien du corps en bonne santé. Bon, bis repetita, pardon. Il vole le temps qu'il faut pour respirer l'air libre et jouir de la lumière du soleil. Il grignote sur le temps des repas et l'incorpore si possible dans le procès de production proprement dit. Et c'est là qu'il est intéressant d'évoquer un concept très fort chez Marx, qu'Althusser considérait comme ayant disparu dans le Capital, mais bon, là-dessus, effectivement, quoi qu'on en pense, bon, Lucien Sèvres, que évidemment certains d'entre vous connaissent bien, a bien montré, en partant du texte allemand, que la notion d'aliénation ne disparaissait pas dans le Capital, et que cette notion d'aliénation renvoie à l'homme aliéné, à l'homme dépossédé de tout, détruit par le travail, par le capitalisme de cette époque-là, et cette dimension-là, qui est très présente dans les écrits du Marx des années 1840, se retrouve dans le Capital. Alors, une fois que l'on a dit tout cela, il faut aussi dire un mot rapidement, parce que ça, je ne voudrais pas sauter ce point, sur le travail, parce que quand même, bon, le Capital évoque la marchandise, la monnaie, la plus-value, toutes ces choses, et la question absolument centrale de l'organisation capitaliste du travail et de sa potentielle réorganisation dans une perspective alternative socialiste du mouvement ouvrier, tout ce que vous voulez. Parce que une des controverses, j'ai cité la grève, les Proudhoniens étaient contre la grève pour toute une série de raisons, j'ai cité la question du travail. Est-ce que Marx est pour la fin du travail? Vous savez que la fin du travail est une thématique qui est revenue plusieurs fois dans l'histoire des gauches, c'est pas très nouveau, qui est d'ailleurs même tout à fait d'actualité pour un certain nombre d'auteurs aujourd'hui. Est-ce que la mécanisation, la machinisation, dont il est aussi longuement question dans le Capital, vont mécaniquement provoquer à terme la disparition du travail humain? Une des interrogations. Une autre interrogation, c'est est-ce que Marx, en décrivant tout cela, avait pour objectif, entre guillemets, de limiter le travail au maximum, d'aller vers la fin du travail, bref, de renouer d'une certaine manière avec les intuitions des socialistes de la première moitié du XIXe. Alors là-dessus, je crois qu'on peut dire que la perspective communiste de Marx est une perspective qui essaye de répondre à une chose, qui est que pour les ouvriers et ouvrières, organisés dans le cadre des premières associations, de ce qui vont devenir ensuite les premiers partis politiques, l'expérience du travail, la centralité du travail est tout à fait décisive. Et bien sûr, ce que dit Marx dans le Capital et ce qu'il n'aura de cesse de dire ensuite, c'est qu'il faut affranchir l'individu aliéné, dépossédé, du fardeau du travail. Mais le travail, c'est le travail aliéné le problème en tant que tel. C'est le travail aliéné le problème, ce n'est pas le travail en tant que tel qui est la difficulté principale. La réalisation de soi dans différentes activités sociales est possible dans le travail. C'est donc à une sorte de désaliénation du travail que Marx appelle dans le Capital et dans d'autres textes. Important de le souligner encore parce que, si je puis dire, les rêves, et on comprend bien, quand vous aviez des gens qui n'atteignaient pas 40 ans d'espérance de vie, l'idée qu'il fallait se débarrasser radicalement du travail était une idée en vogue dans toute une série de courants. Il y a à ces questions de l'individu aliéné un concept très fort et qui, là encore, peut nous parler jusqu'à nos jours. Je terminerai ensuite sur une autre parenthèse, anecdote, mais qui est très révélatrice du contexte français. C'est la question de ce qu'on appelle le fétichisme de la marchandise. Le fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire, pour le dire un peu familièrement, la façon dont on fétichise parfois de façon exagérée telle ou telle marchandise, tel ou tel objet, notamment les objets de consommation. Comme le dit Marx, des choses sensibles, suprasensibles, ce sont des choses sociales. Et pour lui, et j'aime bien le terme, il dit qu'il faut déchiffrer les hiéroglyphes qu'il y a derrière tout cela. Je cite encore une fois Marx sur cette question. La valeur ne porte donc pas écrit sur le front
ce qu'elle est. La valeur transforme au contraire tout produit du travail en hiéroglyphe social. Par la suite, les hommes cherchent à déchiffrer le sens du hiéroglyphe, à percer le secret de leur propre produit social. C'est eux qui ont fabriqué les choses. Car la détermination des objets d'usage comme valeur est leur propre production sociale, au même titre que le langage. Donc c'est intéressant parce que l'illusion fétichiste première concerne la marchandise, mais elle concerne le système capitaliste lui-même, qui est considéré comme immuable et indépassable. Et là aussi, Marx passe un temps important à le décrypter. Marx a publié en 1867 donc ce livre 1. Tout ce qui concerne donc plutôt la question des échanges, la question des crises économiques, je n'ai pas évoqué, c'est les autres livres, il faut bien faire des choix, c'est quand vous faites un exposé. Ce sont aussi des questions fondamentales. Mais Marx n'aura pas le temps de finir son œuvre. Marx meurt en 1883. Et ce qui est, pardonnez-moi, intéressant pour nous, pour comprendre comment le capital a ensuite circulé dans les réseaux français, c'est que Marx, vous l'aurez compris, avait un de ses objectifs, c'était donc de faire en sorte que ses conceptions économiques pénètrent dans le socialisme français, dans le mouvement ouvrier français, parce qu'il jugeait que sans cela, on ne pourrait pas avoir les armes théoriques et politiques pour renverser le capitalisme. Un des premiers résumés du Capital, parce que vous comprenez que, évidemment, pour les militants, pour le large public, il y a eu toute une tradition ensuite de publication, de résumés du Capital. Un des premiers résumés du Capital, justement apparu en 1883, l'année même de sa mort, en France, Capital, un résumé du Capital par un socialiste qui était proche des premiers marxistes, qu'on appelle les guédistes en France. Un abrégé du Capital publié donc par un certain Gabriel Deville, qui est, si on le lit aujourd'hui, évidemment, assez mauvais, qui passe à côté de toute une série de réalités, mais bon, l'enjeu de ce soir n'est pas de décrypter tel ou tel bréviaire du Capital. Et ce qui est intéressant, je trouve, pour repartir de Marx lui-même, est que une de ses volontés était de faire en sorte que son ouvrage soit compris et qu'il avait écrit à plusieurs de ses correspondants, il avait manifesté le souhait que quelqu'un lise évidemment le livre 1, mais en fasse un résumé de 100-150 pages pour que ces théories puissent être appropriées plus largement. Il a échangé avec toute une série d'émigrés allemands présents à Paris à ce propos. Et vous savez peut-être qu'il y a une grande tradition d'immigration allemande au XIXe siècle. Marx lui-même avait passé des années, j'aurais dû le dire au début, mais dans les années 40, entre 43 et 45, notamment à Paris, donc il avait des contacts qu'il a conservés. Et pour lui, c'était un objectif politique que d'avoir une édition résumée, abrégée et fidèle du Capital. Alors, la tragédie de l'histoire fait que le premier abrégé du Capital, il ne l'a pas vu de son vivant, et que s'il l'avait vu, il se serait très vraisemblablement beaucoup énervé, vu son contenu, insuffisant à l'égard du livre 1. Mais vous voyez qu'on touche là au dilemme, qui sera un dilemme historique du mouvement ouvrier ensuite, de la vulgarisation. De comment faire en sorte que des conceptions très détaillées, très utiles, même Jacques Attali le dit, que c'est utile pour comprendre le capitalisme, que c'est un des ouvrages les plus extraordinaires jamais écrits sur le fonctionnement du capitalisme, et comment faire en sorte que ce ne soit pas juste un monument parmi d'autres grands auteurs, mais que ce livre reste une arme de combat. Je ne dis pas ça, en plus, vraiment, je ne le dis pas pour soit gauchiser, soit tirer absolument Marx vers le politique, mais si vous lisez tout, pas que le Capital, mais si vous faites ce qu'il faisait à côté, ses correspondances, c'était l'objectif. Et cet objectif-là, donc, a été ensuite suivi de façon, on va dire, pas toujours très fidèle, mais qu'est-ce que la fidélité à un texte? C'est extrêmement compliqué. Je terminerai pour que nous puissions disposer du temps nécessaire à la discussion sur quelques exemples de postérité. Alors, j'avais noté Althusser. Bon, Althusser, j'en ai déjà un petit peu parlé. Bon, par exemple, il y aura une interprétation qui aura un grand écho. D'Althusser, j'y ai fait allusion à propos du Capital, qui est de considérer que le Capital chez Marx, c'est l'ouvrage scientifique, l'ouvrage de la maturité de son œuvre, et qu'elle s'oppose donc, aux textes plus anthropologiques sur l'aliénation des années 1840, alors que d'autres, qui ont plutôt tendance, moi, à me convaincre, montrent qu'il y a plutôt une sorte de continuité entre tous ces textes. Ces textes ne sont pas restés
évidemment pas sous la forme livre, mais enfin, ces textes du Capital ne sont pas restés uniquement des débats entre militants socialistes aguerris, entre universitaires communistes aguerris. Les conceptions de Marx ont très largement essaimé dans le mouvement ouvrier international. La conception de la plus-value que j'ai décrite très brièvement a été considérée pendant longtemps comme un moteur analytique majeur pour comprendre la façon dont les travailleurs se faisaient voler leur travail. Et de ce point de vue-là, ont été un moteur analytique qui permettait ensuite de mener un combat politique. Il n'y a pas eu, dans les débats politiques directs français, énormément de moments où on a parlé du capital aux 20 heures, si je puis dire. Mais il y en a eu deux que j'ai repérés parce que, alors je vous fais grâce de tous les détails parce que je vais conclure là-dessus. Pour ceux que ça intéresserait, je vais probablement publier, parce que ça m'a été demandé pour un ouvrage en langue anglo-saxonne, une espèce d'immense histoire du capital à travers le monde, en plusieurs milliers de pages, sur toutes les utilisations politiques du capital dans différentes langues. Donc vous n'avez pas fini de vous amuser avec tout cela, on a un projet sur plusieurs années. Donc j'étais chargé de la partie française. Donc je me suis amusé, c'était pas forcément toujours très drôle, à regarder si des hommes politiques à l'Assemblée nationale avaient évoqué le débat sur le capital. Alors, pas juste vous êtes un sale marxiste, monsieur, voilà, mais est-ce qu'il y a eu des discussions un petit peu sérieuses sur cette question? Alors la réponse structurelle serait plutôt non, ça ne vous surprendra pas, y compris pour des raisons liées à l'immédiateté politique. Mais tout de même, à la fin du 19e siècle, un universitaire qui était à l'époque de premier plan, le roi Beaulieu, a eu une controverse avec un dirigeant socialiste, Jules Guesde, sur la question donc, de l'analyse du capitalisme. Et il y a eu aussi, au milieu des années 50, une controverse alors là, qui ne portait pas directement sur le livre 1 du Capital, mais sur le livre 2 et surtout sur le livre 3, citation à l'appui, à l'Assemblée nationale et dans des brochures diffusées. Cette controverse portait sur la paupérisation absolue du prolétariat. Vous allez me dire, je vous en ai pas parlé, c'est normal, c'est dans les autres livres du Capital. Mais bon, j'ai cherché les controverses dans l'Assemblée, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Bien. Et Maurice Thorez, qui, comme vous le savez pour certains d'entre vous, était secrétaire général du PCF à l'époque, prenant appui sur un certain nombre de données dans les franges les plus paupérisées de la société, niait plutôt, on va dire, la croissance économique, etc., et insistait sur la paupérisation absolue du prolétariat. Il était en controverse avec Pierre Mendès France, qui, à un moment de cette controverse, était président du Conseil. Ce qui est intéressant là-dedans, je pourrais vous donner tous les détails, c'est que, quoi que l'on pense des tenants et des aboutissants du débat que je viens de mentionner, quoi que l'on pense des tenants et des aboutissants du débat qu'il y a eu à d'autres époques, à une autre époque, plus théorique, plus académique, entre Sèvres et Althusser, quoique les enjeux politiques étaient immédiatement derrière, eh bien c'est que le Capital de Marx, lorsque l'on a mobilisé cet ouvrage, on y a cherché malgré tout des instruments de combat. Et la difficulté qui s'est posée pour Marx en son temps a été bien sûr avant tout d'écrire le Capital, de réunir des matériaux. Encore une fois, il ne l'a pas terminé. Vous voyez la difficulté titanesque à laquelle il était confronté. Mais il ne l'a pas terminé et il n'a pas eu trop le temps non plus de la vulgariser, sa pensée sur le Capital. Or, c'est là les deux objectifs qui étaient au cœur du livre 1 à l'origine et qui demeurent des objectifs pertinents ensuite pour les mouvements socialistes et communistes jusqu'à aujourd'hui. C'est que face à un système aussi compliqué, aussi résistant, le pauvre Marx, il savait qu'en 2019, on serait encore sous le capitalisme, il aurait estimé avoir sous-estimé sa capacité de résilience. Mais ce qui est très important, c'est que son objectif était double, décortiquer d'un point de vue théorique, économique, dans le moindre détail, ce système. Et prendre le temps de le faire, sinon, face aux adversaires, on ne sera jamais suffisamment solide. Et en même temps, transformer toute cette pensée-là complexe en un outil immédiatement politique. Ce dilemme-là a traversé le livre 1, ce dilemme-là a traversé son élaboration et toute la vie de Karl Marx de manière plus générale. Et tous ceux qui ont ensuite essayé de prendre sa suite ont été confrontés au même problème. Ça ne veut pas dire que toute cette articulation-là est impossible, mais qu'elle est donc d'une redoutable difficulté. Et c'est la raison pour laquelle l'Université permanente a bien fait d'articuler des séances, justement, sur telle ou telle section, tel ou tel aspect, parce que c'est peut-être un des moyens, avec les moyens vidéo, etc., aujourd'hui, de faire comprendre donc, ces analyses qui sont complexes, mais qui, encore une fois, sont directement reliées à des préoccupations
politique. Voilà. Je vous remercie de votre attention, et donc on peut prendre un temps pour l'échange sur tel ou tel point. J'ai été fatalement général, mais j'ai une excuse, je faisais la présentation générale. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mon collègue peut vous passer le micro pour qu'on vous entende tous bien. Un petit peu trop, un peu moins. C'est chaud ici. C'est pas plus mal. Oui, bonsoir. Je voudrais poser deux petites questions. D'abord, on dit souvent que Marx a écrit son œuvre dans le but qu'il y ait la révolution, c'est-à-dire il avait une perspective comme ça, c'est pour savoir si vous pouvez développer un petit peu. Et donc, en fait, la révolution, elle a peut-être pas eu lieu ni où il voulait, ni en Allemagne, ni comme ça s'est déroulé, comme il le prévoyait, disons, comme il aurait pu le prévoir. Puisque ça a eu lieu en Russie, en fait, la première grande révolution prolétarienne a eu lieu en Russie. Et le deuxième point, je pense que Marx, enfin l'œuvre de Marx n'avait jamais été mise au programme de l'agrégation. Elle a été mise très récemment. Enfin, donc c'est pour savoir à peu près la perspective historique. Voilà les deux principales questions que je pose. Je réponds tout de suite. Oui. Alors, oui, bien sûr, le Capital, je ne l'ai dit, est un ouvrage qui est fait pour employer les grands mots, armer les militants révolutionnaires de l'époque. Sur ce que vous avez dit sur les révolutions, enfin sur l'histoire qui ne s'est pas passée comme Marx l'avait prévu, si tant est qu'il ait prévu autre chose, enfin, qu'importe. Oui, vous avez raison, et en même temps, là-dessus, il faut signaler immédiatement, je ne l'ai pas fait, encore une fois, pour des raisons de temps, Marx a eu, à la fin de son existence, un autre grand projet d'écriture, il en avait plusieurs simultanément, ce qui n'a rien de très étonnant, qui était l'écriture d'une vaste histoire du monde, dont nous ne disposons que des fragments si fragmentaires que nous ne pouvons pas en déduire grand-chose. Mais cette volonté-là, il avait commencé à travailler là-dessus. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que dans ces dernières années, parallèlement à cette histoire du monde, Marx s'est intéressé aux sociétés non européennes, non occidentales. Le livre 1 du Capital, c'est vraiment la Grande-Bretagne, ou maximum le capitalisme occidental. Et il a eu un grand intérêt, qu'il n'avait pas du tout avant, il faut bien le dire, pour les sociétés coloniales et pour notamment la Russie. La Russie, il a une des dernières préfaces qu'il a écrites au manifeste du Parti communiste, qui lui évidemment est plus facile à lire que le Capital, c'est une préface à l'édition russe où il affirme que la révolution ne suivra peut-être pas le même schéma que celui de l'Europe occidentale. Le schéma prévu était plutôt développement de l'industrie dans 3-4 grands pays européens, et le développement de l'industrie multiplie le nombre de salariés ouvriers, et ces salariés ouvriers sont le nouveau sujet historique, et comme ils vont être de plus en plus nombreux, la tâche des socialistes communistes est de les organiser pour faire la révolution, pour le dire très schématiquement. Bien. La Russie, la configuration était tout autre, puisque le développement industriel était beaucoup plus minime. Mais Marx observe les structures agraires traditionnelles, notamment les structures égalitaires qu'on appelle mir en russe, ça veut dire paix, mais ça veut dire aussi, comment dirais-je, c'est la communauté de base paysanne russe, égalitaire, pré-capitaliste, pour bien me faire comprendre. Parce que vous comprenez bien que l'accumulation primitive du capital, dont j'ai parlé au début, c'est la dissolution des liens féodaux. Or, Marx observe que dans certaines zones du monde, notamment en Russie, le fait qu'il y ait des liens encore entre guillemets féodaux, pré-capitalistes, maintient une tradition égalitaire à partir de laquelle on peut peut-être envisager le changement social. C'est un renversement de perspective. Donc quand on dit Marx n'avait pas prévu, oui, l'essentiel de sa vie, il l'a misé sur l'Europe de l'Ouest. Il ne faut pas non plus dire le contraire de la réalité historique. Mais à la fin, il a quand même eu un intérêt beaucoup plus prononcé pour ces autres réalités. Et c'est très important, parce que il révise, entre guillemets, un schéma antérieur. Et si on allait plus loin, ça Marx ne l'a pas écrit,
mais juste pour dire un mot, c'est qu'il parle beaucoup de la dissolution des biens communaux, même vous savez, les biens communaux, c'était les biens qu'avaient les gens en commun avant le développement du capitalisme, y compris dans les zones rurales. Vous aviez des choses qui étaient plus égalitaires que ce que le capitalisme a ensuite développé, pour aller vite. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans le cas français, c'est que la persistance plus longue du monde rural et du monde agricole français, plus que prévu par rapport, a maintenu aussi, alors certes l'esprit de petite propriété, mais a aussi porté certaines traditions égalitaires issues de la Révolution française, issues du monde paysan français. Donc c'est intéressant que Marx, à la fin, se soit intéressé aux communautés rurales, à tout ce qui précédait le capitalisme, alors que quand même sa grande œuvre c'était le capitalisme. Donc voilà. Et un dernier élément, je ne vais pas être trop long, sans le vouloir, vous avez posé une question qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Je pense qu'il y a du dépit, parce que Marx, encore une fois, il faut voir le personnage, hein. Il y a du dépit politique de ce qui s'est passé en Europe. Parce qu'il a quand même écrit le Capital, hein. Ça c'est que le livre 1, donc vous voyez. Il a vu de son vivant, tout jeune, 12 ans, 1830. Il a eu l'écho de 1830 dans la Prusse nationalité. 1848, quand vous le lisez sur 1848, vous voyez bien qu'il est dégoûté de ce qui s'est passé. La Commune écrasée. Et donc, 10 ans après la Commune, il a d'ailleurs des lettres très pessimistes sur la Commune. Hein. Ce n'est pas celle qu'on met le plus en avant, mais quand même, il n'est pas même assez critique. Et donc il se tourne vers d'autres zones du monde. Parce qu'il se dit, et c'est là où la révolution russe, dont on dit souvent « Ah, ça n'a rien à voir avec le Capital de Marx, c'est la trahison du Capital de Marx ». Oui, ça l'est, mais si vous regardez le tout dernier Marx, il était plutôt en train de regarder ailleurs, comme s'il avait une intuition que justement, pour toute une série de raisons, eh bien ce n'était pas là que ça allait se passer. Mais ça, je le crois fortement, à partir de toute une série de documents. Mais bon, au-delà des documents, de l'érudition, c'est important, intéressant. C'est est-ce que vous déplacez la focale, est-ce que vous déplacez votre regard quand les espaces politiques, géographiques sur lesquels vous comptiez initialement, ça ne se passe pas comme vous voulez. Voilà. Donc voilà. Donc très important d'intégrer cette dimension du tout dernier Marx, la dimension russe et internationale. Allô ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai une question, une remarque. Bon, c'est sur ce qu'on appelle la survaleur. Je crois que c'est effectivement une notion qui est beaucoup plus claire et qui porte à moins de confusion que la plus-value. Et l'évolution de la société actuelle, un peu ce qui est en train de se passer. Alors c'est vrai que si la survaleur, c'est la partie qui est accaparée effectivement par le capitaliste, c'est-à-dire la différence entre ce qui est payé par la reproduction de la force de travail et le temps donné par le travailleur. Aujourd'hui, on assiste quand même à un phénomène quand même qui est de plus en plus marquant. Et bon, il suffit de lire un article, je lisais un article dans l'UMA là ce matin, comme quoi on assiste à une évolution aujourd'hui de plus en plus nette, c'est que même quand on parle des classes moyennes, le salaire suffit à peine à la reproduction de la force de travail. Alors là, moi, ça me pose une sacrée question, parce qu'effectivement, moi, on a toujours pensé un petit peu, voilà, bon, là, on est dans on arrive à un niveau où les gens disent, bah, écoutez, moi, non, ce que j'ai, ça permet juste de manger, de payer mon loyer, mon électricité, point. Le reste, ça disparaît. Alors, est-ce que là, par rapport à ça pose pas un véritable problème? Moi, c'est la question. J'ai une remarque aussi à faire. On dit souvent que Marx, voilà, il serait surpris de ce qui s'est passé, il avait prévu la paupérisation, la mondialisation, etc. Et ça mais attends, il s'est passé quand même une chose extraordinaire, et là il faut être un peu, je pense qu'il faut faire quand même appel un peu à l'histoire. Il s'est passé quelque chose que Marx ne pouvait pas prévoir, c'était ces deux guerres mondiales, cet affrontement de la bourgeoisie en Europe, qui a fait que pendant un siècle on a vécu avec des frontières, avec surtout, alors on peut porter le jugement qu'on veut sur effectivement l'Union soviétique, mais c'est vrai que la véritable mondialisation, elle n'a pu se faire, c'est-à-dire l'abaissement de toutes les frontières, la circulation du capital, après l'écroulement de l'Union soviétique, la fin du monde, la fin de l'histoire, pardon, comme ils ont dit. Donc moi je pense que Marx, il s'est pas trompé du tout sur les tendances, sur tout ce qu'il a expliqué. Il a parfaitement décrit un système qui est en train d'aujourd'hui d'arriver complètement et qui a été retardé par un certain nombre de faits historiques, mais on est en plein dedans. Voilà, voilà, merci.
On va prendre plusieurs questions, comme il y en a plusieurs. Moi, je suis pas du tout une théoricienne. J'ai pas lu le Capital, mais j'en étais imprégnée par diverses discussions avec notamment des collègues. J'étais à l'INSEE, donc où il y avait d'où viennent des éminents marxistes, marxiens, comme on dit maintenant, et économistes prestigieux. Voilà, et c'est des notions dont on parlait tout le temps et qui la question que je me pose, c'est si ces concepts maintenant on s'est posé pendant toute ma carrière, j'étais syndicaliste, si ces concepts mis au jour par le Capital et par Marx rendent encore compte de la société actuelle qui est quand même fort différente de la société de Marx, parce qu'on dit bon il y a à peine de quoi se nourrir, mais enfin on peut pas comparer la condition des travailleurs ou même des gilets jaunes ou des pays du tiers-monde, c'est différent, mais enfin, encore que, bon voilà, si on se prend en France en particulier, voilà. Et alors, il y a quelque chose qui était toujours épineux dans nos débats. J'étais à la CGT, il y avait des stages, et dans les stages de la CGT, on apprenait la plus-value, que je trouve une notion extrêmement compliquée à expliquer à des gens. Alors, on avait cette idée, on apprenait cette idée que la richesse dans la société, toute cette richesse qui existait dans le monde, avait été créée par le travail et par la création de la marchandise. Bon. Mais, alors nous, on était fonctionnaires. Alors on nous disait, bah oui, mais il y avait le travail, la richesse proprement dite productive, en quelque sorte. Et puis, il y avait tout ce qui, enfin, c'était un peu simplifié sans doute dans ces stages, tout ce qui concourait à la valorisation de la plus-value, enfin, ou de la survaleur, comme on dit maintenant. Et donc, nous, comme fonctionnaires, on était des travailleurs, en quelque sorte, non productifs. C'est-à-dire qu'on ne produisait pas de richesse. Et j'étais amené aussi dans des discussions avec des amis ou quelque chose, par exemple, sur ce qui se passe sur la spéculation financière. Toute la richesse qui est accumulée actuellement dans les milliards qui circulent partout en bourse, qui sont virtuels en quelque sorte, mais qui quand même permettent à ceux qui en ont d'acheter des diamants, des machins, des montres. Là, on voit dans l'UMA là les bling bling et tout ça. Alors, est-ce que c'est uniquement, est-ce qu'il y a des études? Je lis pas les revues théoriques parce que d'abord j'ai pas le temps, voilà. Mais est-ce que il y a des réflexions pour savoir si justement la richesse qui existe quand même, voilà, elle vient uniquement de cette production de survaleur très petite, qui est finalement très petite. Par exemple, dans un pays comme la France, tout le monde travaille dans les banques, dans les services, etc. Plus personne ne travaille à de la vraie production de marchandises. Voilà. Très bien, bonne question. Plus personne ou très peu de monde. Mais je pense que tout le monde a compris. Non, c'est une demande pratique. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, parce que vous nous avez conseillé de commencer à lire, etc. Bon, alors il y a les tomes, il y a le livre, alors on confond. Est-ce qu'on pourrait avoir vraiment un moment où vous allez nous dire, commencez par lire le livre 3, etc., etc. Voilà. Oui, très bien. Peut-être mieux nous le préciser. Merci. Ok, avec plaisir. C'est bon? S'il y a une autre question, alors je devrais partir dans 10 minutes pour des raisons personnelles, j'ai un rendez-vous. Donc juste s'il y a une question peut-être, ça je vais répondre synthétique. Bon, je réponds comme ça, s'il y a une, je pourrai prendre une question. Oui, allez-y, non, j'ai pas vu. Vous avez parlé de l'accumulation initiale, vous avez cité quelques exemples, mais il me semble que dans le Capital, Marx est extrêmement sévère ici, l'esclavage, le colonialisme, les guerres de l'opium, etc. Et j'ai l'impression que dans le discours ambiant, on semble oublier le caractère tellement prédateur et systématiquement partout où le capitalisme occidental est passé, il a exterminé les autochtones. Enfin, et ça, je trouve qu'aujourd'hui, évidemment, dans le rapport des forces actuelles, on le dit peut-être pas assez. Or, Marx, dans le Capital, il en parle déjà pas mal. Oui, alors, pour répondre dans le désordre, puisque c'est un lien avec la question d'avant, bon, là où Marx s'est le plus intéressé quand même aux autochtones, aux révoltes dans le monde colonial, on peut aller à son époque à la révolte des Cipayes en Inde en 1857.
Bon, on peut pas dire. Il y a quelques passages sur le colonialisme. Enfin, dans le Capital, ce n'est pas l'objectif que de dénoncer ou critiquer cela. Par contre, dans d'autres textes de Marx, notamment après, quand il s'intéresse aux sociétés non européennes, c'est présent. Vous avez des textes d'Engels, et plus secondairement de Marx, mais tout de même, qui estiment que la colonisation des grands pays occidentaux n'est pas forcément mauvaise, puisqu'elle permet le développement industriel, le développement économique pour des sociétés arriérées. Je ne dis pas que c'est la dominante chez Marx, mais ça existe aussi. Et ça a été un débat pendant longtemps dans le mouvement socialiste. Donc, c'est... Alors, mais là-dessus, bon, je peux donner une référence. Il s'est traduit sous le titre « Marx aux antipodes ». C'est Kevin Anderson. Il y a quelques années aux éditions Syllabes, c'est bien fait. Il explique bien Marx et les peuples non européens. Son rapport, à chaque étape. Voilà. Monsieur, par rapport à votre question sur comment commencer, par où, comment. Alors oui, je vois qu'il y avait une époque aux éditions sociales, en plus on avait rajouté des tomes aux livres. Puisque, eh oui, c'est pas la même chose. Comme le livre est gros, il y a des tomes. Mais ça, par exemple, vous avez le livre... voyez, moi j'ai mis perdre. Enfin, le livre 3 du tome 1, le tome 1 du livre 3. Le Capital, livre 3e, tome 1, donc c'est le livre 3, la première partie. Je vous décommande fortement de commencer par là, c'est vraiment pas le plus simple. Vous me demandez mon avis, moi je donne. Moi je vous donne un avis, vous prenez le Capital, ça c'est une vieille édition russe, mais alors c'était très solide, hein, puisque vous parliez des guerres, là je peux vous dire que celle-là, elle survit à tout. Et alors, vous pouvez aller voir, que je ne me trompe pas, c'est simple, les sections 7 et 8 du livre 1 du Capital, quelle que soit l'atomaison, qui évoquent l'accumulation primitive et l'accumulation initiale. C'est ce qu'il y a de plus parlant, en fait. Ça explique un processus d'appropriation du capitalisme, de destruction des rapports féodaux, c'est ce qu'il y a de plus parlant. Pour ne pas... Prenez, recherchez sur Internet, je ne sais plus qui avait publié ça, l'accumulation primitive préfacée par Labika. On peut penser ce qu'on veut de la préface de Labika, mais je trouve que c'était une très bonne idée. Moi, je conseille ça à des étudiants quand ils ne savent pas. Ça fait, je sais pas, du coup, ça fait 50-60 pages. Et voilà, on a lu un bout du Capital et on est content, quoi, parce que c'est pas le plus ardu et c'est le plus parlant. Voilà. Mais après, on peut remonter et vous prenez la préface d'Althusser que je citais tout à l'heure, au livre 1, que vous trouverez facilement, c'était réédité en Flammarion, où il explique bien comment lire dans le désordre, si je puis dire. Voilà. Alors, pour remonter les questions, oui, alors, quand vous dites que je n'ai pas lu le Capital, mais j'en ai beaucoup entendu parler, ça synthétise très bien ce que j'essayais de dire un peu à la fin, c'est que ça a essaimé ce qu'a dit Marx au-delà même des lecteurs, puisque par la formation militante, ces choses-là ont été un minimum transmises. Alors, la question que vous posez, il faut être très clair, et ça rejoint la question de monsieur avant, on ne peut pas comparer le niveau de vie des ouvriers industriels des années 1850 avec même le niveau, par exemple maintenant, des niveaux de vie des ouvriers industriels, même dans un certain nombre de pays en voie de développement du tiers-monde, qui est meilleur aujourd'hui, et tant mieux, si je puis dire. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Il ne s'agit pas de dire que vous trouverez chez Marx une description du capitalisme contemporain pour comprendre tous les aspects. Non, c'est impossible, aucun ouvrage du 19e siècle ne le fait. Mais certaines conceptions, c'est pour ça que ça émerveille encore Attali et d'autres, la capacité à voir que ce système allait conquérir le monde entier et pénétrer jusqu'à nos vies intimes via le fétichisme, etc., sur un certain nombre d'intuitions, ça reste remarquable. Là où effectivement ça a plus vieilli, mais après il faut davantage s'intéresser à des traditions marxistes ultérieures. Bon, il se trouve que la semaine dernière, vous citiez Monsieur l'Humanité, on s'était intéressé avec un collègue, Razmi Koïcheyan, à un marxiste grec qui s'est suicidé il y a 40 ans, Nikos Poulantzas, qui avait réexploré la question de l'État d'un point de vue marxiste et de ce qu'il était devenu. Parce que Marx pensait fondamentalement, quand même à la base, que l'État était un État de classe et que l'État allait être dominé par la bourgeoisie. Et 70-80 ans plus tard, avec les conquêtes du mouvement ouvrier, il y a des fonctionnaires, il y a des acquis sociaux, il y a des parts de l'État à défendre, donc il faut renouveler ce que Marx avait dit de premier abord. Il ne s'agit pas de dire que tout était dans tout, c'est pas vrai, les choses ont considérablement évolué, et quand il y a eu des mutations considérables, il faut le prendre en compte. Vous parliez du capitalisme financier. Évidemment pas Marx, mais un marxiste autrichien d'avant la Première Guerre mondiale a analysé ça, il s'appelle le capital financier, Hilferding, d'ailleurs Lénine s'en était l'admirait malgré les divergences politiques.
Parce que là aussi, on voyait bien que, bah oui, la production, qu'est-ce que c'est que cet argent qui circule dans les bourses, indépendamment en apparence en tout cas du travail, etc. Qu'est-ce que c'est ces sociétés, entre deux guerres déjà, où des dizaines de milliers de personnes sont des fonctionnaires de l'État et donc ne produisent pas de marchandises en tant que telles. Tout cela, moi j'hésite pas à dire, ce n'est pas chez Marx, c'est dans les traditions marxistes ultérieures, et parmi celles et ceux qui ont développé ça de façon intelligente, bon, vous avez quelqu'un comme Poulantzas, alors qui est en plus la figure tutélaire de Syriza, alors on va pas rentrer dans le débat sur Syriza, c'est pas l'objectif, mais je veux dire, c'est que c'est des traditions, il y a des marxistes après Marx qui ont cherché à répondre à ces questions. Parce qu'effectivement, si vous répondez pas à ça, si vous mettez Marx comme ça en disant aux gens, regardez, c'est formidable, ben non, mais les gens vont pas vous croire. Surtout si, à plus forte raison, ils prennent connaissance du fait que voilà, les niveaux de vie, tout ça, se sont évidemment considérablement améliorés, et tant mieux. Mais ce qu'il faut dire dans ces cas-là, c'est que certes, le niveau de vie s'est amélioré considérablement, y compris sous le capitalisme, c'est quand même la vérité historique élémentaire, mais parce que vous avez eu, et ça on a tendance à l'oublier, pour toute une série de raisons, liées notamment au programme d'histoire, entre autres choses, c'est qu'il y a eu des décennies de luttes ouvrières, syndicales, politiques, et que tout ça a permis d'obtenir des compromis sociaux dans une série de pays. Voilà. Je pense qu'ici, dans cette salle, tout le monde en est absolument convaincu, c'est formidable, mais souvent les gens disent ouais, mais regardez quand même, les éditorialistes ils disent mais attendez, regardez, comparez le niveau de vie moyen en 1848 et en 2018. Ça n'a rien à voir, l'espérance de vie. L'espérance de vie a quasiment, pour certaines catégories, triplé, y compris pour catégories populaires. Donc vous ne pouvez pas balayer ça d'un revers de main. Eh bien, il faut articuler, il faut avoir un argumentaire assez articulé là-dessus, justement, plutôt que de dire il faut articuler. Bref. Alors, juste dernier point, puisque c'est directement ce que vous dites sur le fait qu'on n'a même plus de quoi l'essentiel pour vivre, alors que Marx disait justement qu'il y avait la reproduction de force de travail. Alors, oui et non. Oui, dans la mesure où l'expérience que vous citiez était intéressante. Bon, non dans la mesure où le niveau de vie a quand même beaucoup augmenté. Mais ce qui est vrai, c'est que ce qui est d'ailleurs redevenu à la mode chez certains, c'est l'occasion de critiquer Marx, et là-dessus, c'est pas forcément inintéressant de regarder, c'est que Marx luttait beaucoup contre les conceptions socialistes, alors d'un autre que j'ai pas cité par choix encore une fois, qui était Ferdinand Lassalle, qui défendait l'idée de la loi des reins des salaires. C'est-à-dire l'idée que de toute façon, l'ouvrier aurait juste le strict minimum et qu'on n'irait pas au-delà. C'était très populaire dans le mouvement socialiste. Et Marx, justement, s'énervait beaucoup contre ça, disant « mais non, arrêtez de dire ça, c'est plus compliqué que ça. Le capitalisme, il va développer des diplômes, il va donner de plus en plus à manger des gens, il va les faire de plus en plus vivre parce qu'il en a besoin pour son développement. » C'est une dimension à avoir en tête. Hein. On n'a pas non plus allongé l'espérance de vie juste parce qu'il y a eu des luttes ouvrières et pour la beauté des yeux des gens. Non, c'est parce qu'il y a un besoin qui suit le développement technique. Voilà. Donc, dans le cœur du système, on ne peut quand même pas dire, je crois aujourd'hui, que cette loi des reins des salaires s'applique. Ça me paraîtrait, comment dire, osé. Mais c'est une dimension qui n'est pas à exclure dans les phases de paupérisation. Alors, on n'a plus de temps, mais je renvoie, puisque je l'évoquais à la toute fin, sur la paupérisation du prolétariat. Pour le coup, cette fois-ci, vous avez le bon tome, au livre 3e du Capital, où est développée cette question, est-ce qu'il y a une paupérisation absolue du prolétariat systématiquement sous le capitalisme? Alors évidemment, on vient de dire que non, de fait. Mais quand il y a des tendances à la paupérisation, c'est là qu'il y a des crises sociales, des crises politiques, voire dans des phases plus graves, des révolutions. Vous évoquiez les guerres mondiales. La révolution russe est absolument indissociable de l'effondrement absolu, spectaculaire de l'État, de la décomposition de l'armée, de toute une série de choses, de phénomènes d'une violence inouïe que Marx n'avait pas connue de son vivant. Donc voilà, il faut prendre. Donc, voilà, là, à mon avis, je pense que il y a encore beaucoup de choses à tirer du Capital de Marx, des intuitions, y compris qui transcendent totalement son époque. Mais après, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il ne faut pas rester arc-bouté sur tout ce qui est développé, et de dire que... Non, il y a ultérieurement, et y compris dans la tradition marxiste, des outils autres, nouveaux, qui nous permettent de continuer à comprendre les nouveautés donc, du monde contemporain. Voilà. Merci.